Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au premier tour des élections présidentielles maliennes qui ont lieu, si tout va bien, ce dimanche 29 juillet 2018 sur toute l'étendue du territoire malien et partout sur la planète où résident suffisamment de Maliens. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Françoise Wasser-Voziel, qui est une Française qui a adopté le Mali, qui écrit beaucoup d'articles concernant la vie politique malienne, la vie sociale des Maliens. Nous la recevons aujourd'hui pour analyser avec elle cette campagne, cette présidentielle, et les programmes et tous les petits détails. Bonjour Françoise. Bonjour Elijah, merci de me recevoir à nouveau. Je t'en prie, c'est un plaisir de te recevoir ici. Merci. Donc, comme on l'a fait la première fois, nous allons nous tutoyer parce que nous nous côtoyons dans la vie de tous les jours. Ça devient compliqué le vouvoiement. Et merci encore une fois d'accepter de venir parler du Mali sur ce plateau. Voilà, plaisir Donc, pour moi. on va entrer dans le vif du sujet. Hein. Donc, comment tu vis la campagne de cette présidentielle malienne-là? C'est une très vaste question à laquelle je vais en préambule déjà dire que je la vis en tant qu'observateur extérieur, évidemment, et que je n'ai pas d'opinion à émettre sur tel candidat ou tel candidat. Je suis un observateur, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre les enjeux et ce que les candidats veulent faire comprendre aux gens. Alors ça, c'est à travers leur programme, évidemment. Et ensuite, la façon dont c'est reçu, dont ça semble être reçu en tous les cas, par les citoyens qui vont quand même devoir décider quel bulletin mettre dans l'urne. Voilà. Alors, la première chose, je trouve, étant donné que nous sommes ici en France, donc ça concerne la diaspora, moi j'ai été assez choquée que dans la loi électorale, mais ça n'a pas été dénoncé par qui que ce soit hein, de l'opposition, et de la société civile d'ailleurs, c'est que nous sommes donc en juillet et le deuxième tour, s'il y en a un, est en août, et que c'est la période où la diaspora est a priori dans les pays occidentaux en congé, enfin à un moment ou à un autre, et que les Maliens souvent, qui vivent à l'extérieur, en profitent pour retourner au pays. Donc ils sont potentiellement enregistrés ici, ne vont pas être présents et ils ne peuvent pas donner procuration. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup étonnée, parce qu'il est indéniable que la diaspora contribue énormément par son apport financier au développement, si ce n'est du Mali en entier, en tous les cas des régions. Et donc ça m'a choqué qu'ils ne puissent pas le faire et qu'ils ne réagissent pas là-dessus. Peut-être que cette diaspora-là, il faudrait qu'elle se mette en grève de transfert d'argent, de Western Union, MoneyGram, pour ne citer que ces deux, bon. Pour que sa voix soit entendue. Je sais que tu côtoies beaucoup la communauté malienne, tu es assez active, en tout cas en tant qu'observatrice de la scène politique malienne. Selon toi, quelles sont les priorités des Maliens que tu rencontres ou même que tu vois par médias interposés? Alors, il semble indéniable que la préoccupation, avant de parler des besoins, les préoccupations, en tous les cas telles qu'elles sont exprimées, c'est un désir que le Mali revienne à ce qu'il était, à savoir un pays où on pouvait se promener du nord au sud, enfin c'est idiot de dire du nord au sud, mais dans toutes les régions sans aucun problème, et que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent plus faire. Je pense que même s'ils sont beaucoup moins nombreux démographiquement, tous les gens qui habitent dans le septentrion et maintenant donc jusqu'au centre, hein, bien sûr, leur vie quotidienne est complètement bousculée. Ils ne peuvent pas se déplacer. Hier soir encore, il y a eu des attaques qui ne relevaient pas du tout de djihadistes ou de terroristes, etc., mais simplement du petit banditisme et des braquages à Tombouctou. Quand les gens du septentrion, ou même, ce qui va remettre un peu en question la faisabilité du vote des gens dans le centre, aussi, les gens ne peuvent pas se déplacer sans craindre pour leur vie. Donc ça, c'est quand même une chose qui me semble être dans la tête des gens une priorité. Alors l'autre priorité indéniable, c'est que la plupart des Maliens qui sont de Gao, Tombouctou, Kidal, Kayes, n'importe où, la plupart n'ont pas accès aux besoins fondamentaux, c'est-à-dire accès à l'électricité, accès à l'eau, les routes. On connaît la plupart, l'état catastrophique de la plupart des routes. Donc ça aussi,
c'est un besoin, enfin, ce sont des besoins fondamentaux et je pense que de régime en régime, ils attendent que tout ça soit résolu. Et puis, la fameuse lutte contre la corruption, moi j'ai regardé là dernièrement les thèmes de campagne de tous les régimes qui ont bénéficié d'une élection dite démocratique. Ça a toujours été un thème de campagne. Donc, moi, si j'étais malienne, je pense qu'au bout d'un moment, ou je me lasserais, ou je me dirais qu'ils peuvent toujours continuer à faire des promesses, que ça n'arrivera jamais. Et je suppose aussi que autant tu sais les aspirations des Maliens, c'est-à-dire que les priorités des Maliens, et quand on prend les candidats, il y en a 24. Hein, si je te demandais de me citer les noms tout de suite là, ça va être un peu galère. On ne va pas jouer à ce jeu. Non, il ne faut pas. Je ne suis pas là pour t'afficher. Moi non plus, je ne pourrais pas les citer correctement comme ça. Tous ne me viendront pas en tête. Enfin bref. Sur les programmes des candidats, est-ce qu'on a un sentiment que ce programme-là se rapproche des besoins vitaux de la population? Alors, oui, tout ce que je viens de dire a été énuméré. Mais ce qui m'a quand même frappé, enfin en tous les cas dans les programmes que j'ai regardés, j'en ai regardé pas mal, l'histoire de la sécurité, du rétablissement de la véritable présence de l'État dans le Nord, etc., etc., ça n'apparaît qu'en 6e, 7e point. C'est-à-dire que, bon, beaucoup disent que le président sortant, candidat, n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire ou ce qu'il avait promis, mais finalement, alors que je disais que je pense que c'est un des soucis principaux des Maliens, les candidats actuels, dans leur programme, quand on regarde la sécurité et le rétablissement de l'état de droit, tout simplement, bon, là non plus, ce n'est pas une priorité. Alors, les promesses de campagne, que ce soit au Mali, que ce soit ici en France ou que ce soit partout ailleurs, on sait ce que c'est. N'engage que ceux qui les tiennent. C'est ce qu'on dit. Voilà, ça n'engage que... La lutte contre la corruption, moi, ça me fait quelque part hurler de rire parce que les candidats eux-mêmes, et si ce n'est tous, en tous les cas, une immense majorité des candidats, cette fois-ci comme les fois précédentes, ils se basent d'abord sur alors, on ne va pas appeler ça de la corruption au sens réel, mais c'est un peu de l'achat des voix. Moi, je dis tout le temps, celui qui t'achète, il te vendra. C'est vrai quand même. Donc, les distributions de billets, de t-shirts, bon, c'est pas de la grosse corruption. J'aime bien cette phrase, hein, celui qui t'achète te vendra. C'est tellement limpide que... C'est tellement terre à terre que des fois, on n'y pense pas, effectivement. Quand on se laisse acheter par quelqu'un, il pourrait vous vendre au plus offrant. Voilà. Exactement. Mais ça, je dis ça, moi, depuis des années. Hein, ça ne remonte pas du tout. C'est la première fois que je l'entends. Ouais, c'est très bien. C'est pas du tout de cette... Et donc, Mais en même temps, les programmes des candidats, en fait, on a dû les pousser un peu à faire un programme. Moi, ma pensée profonde, c'est que ce qui est inscrit sur les programmes des uns et des autres, ce qui était déjà inscrit sur les programmes des uns et des autres pour 2013, eh bien, ce sont les conditionnalités que les institutions financières internationales, à savoir les FMI, les banques mondiales, les banques africaines, etc., la BAD, exigent, imposent. En fait, on se met en conformité. On se met en conformité, juste de façade, pour pouvoir. C'est comme à l'époque quand avoir des finances. Quand il a fallu adhérer à l'euro en Europe, il fallait avoir, je pense, au moins de 3% de déficit budgétaire. Et tous les États en dehors de l'Allemagne ont truqué leurs comptes nationaux pour pouvoir être en conformité. Et c'est un peu ça que les candidats maliens font aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que si on regarde les exigences des IFI, là, les institutions financières internationales, c'est toujours la bonne gouvernance, l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation et l'accès à la santé, est-ce que je me trompe, puis les infrastructures. Voilà. Et c'est là-dessus que ces fameuses IFI financent des projets. Donc, pourquoi est-ce qu'un candidat mettrait autre chose en avant, puisque c'est ce qui lui assure, entre guillemets, un œil bienveillant des différentes structures financières. Et d'autre part, moi, ce que je regrette beaucoup dans tous ces... Bon, c'est compliqué parce qu'on parle à une population qui, à 70%, n'a pas eu la chance d'aller à l'école longtemps. Ou même ceux qui sont allés à l'école sont souvent allés mal à l'école. Donc c'est compliqué, parce que leur parler de PIB, enfin de produit intérieur brut, c'est aberrant. Et leur expliquer aussi que le Mali
est engagé dans un endettement, c'est compliqué aussi parce que voilà. Qui s'est accru aussi pendant les 5 dernières années du président Ibrahim Boubacar Keïta. Hein. Bon, alors, il y a une chose qui est claire, c'est que de toute façon, tout président, quel qu'il soit, hérite de ce qu'il a eu avant. Et rappelle-toi, lui, il a été élu pendant l'été, finalement, donc pris le pouvoir les rênes de l'État en septembre 2013. Mais, si ma mémoire est exacte, c'était le 18 mai 2013. Il y a eu une conférence, non, oui, c'est ça, le 18 mai, une conférence internationale dite de Bruxelles des donateurs pour aider le Mali à se relever. Qui avait promis 3 ou 4 milliards d'euros. 3 milliards, pratiquement, oui, entre 3 milliards 3 ou 3 milliards 4. Bon. Personne ne fait de cadeau à personne. Les États, comme globalement les humains. Hein. Il y a toujours, si tu fais ça, je veux bien te prêter de l'argent, mais il faudra que tu me le rendes. Enfin voilà, c'est le truc classique. Voilà. Eh bien, c'est toujours comme ça. Hein. Ces aides ne sont pas des cadeaux. C'est toujours conditionnalisé, c'est ce qu'on dit. Tout à fait. Voilà. Et ce ne sont pas, quand on parle de 3 milliards, ce n'est pas 3 milliards en espèces. Voilà. Il y a beaucoup de paramètres dedans mais qu'on n'explique pas. Voilà. Et donc, si tu veux, en plus de ça, à l'intérieur de ces fameux 3 milliards qui n'ont pas tous d'ailleurs été amendés, hein, bon, il y a une partie qui est allée dans l'aide budgétaire, c'est-à-dire ça va directement dans les caisses de l'État et après c'est à l'État de se servir de cet argent comme il le souhaite. Et d'ailleurs, il y avait une grosse partie de l'aide budgétaire qui a été donnée en mai 2013, qui a servi à organiser les élections de 2013. Mais ça, c'était entendu. Hein. Et puis ensuite, tu as des aides qui sont plutôt bilatérales, qui sont des aides à projet. Et c'est pour ça que sur le bord des routes, la route a été construite avec l'aide de, je sais pas quoi, la France ou je ne sais quoi. Bon. Et donc, ça veut dire qu'il y a un endettement. Et ça veut dire que moi, si j'avais été candidat et si j'avais voulu être transparente moi, de ce point de vue-là... Moi, j'aurais voté pour toi, en tout cas. Ah, tu vois, vraiment, dommage. C'est que j'aurais dit aux futurs, enfin aux citoyens armés de leur carte d'électeur, j'aurais dit, voilà, c'est un peu comme dans une famille, on a un projet, on dit, OK, on en est où? Qu'est-ce qu'on a dans nos caisses? Qu'est-ce qu'on doit encore? Qu'est-ce qu'on peut utiliser ou quel est le deuxième projet qu'on peut faire? Est-ce qu'on s'entend bien pour se mettre un crédit de 20 ans, 25 ans sur le dos? Les Maliens, ils ne savent pas tout ça. Mais ça, toi, tu parles d'une société civile forte avec des gens éduqués qui ont le Mali en ligne de mire, mais on est très, très, très loin de ce schéma-là. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, tu me disais que si tu avais pu être candidate, bon, tu ne pourras pas être candidate, malheureusement. Je ne suis déjà pas citoyenne. Voilà, si tu n'es pas malienne. Est-ce que, en tant que femme, tu es déçue qu'il n'y ait pas peut-être 10%, 15% de candidats féminins au Mali? En France non plus. Donc, et on est une société, entre guillemets, non pas plus avancée, mais qui a eu la chance d'avancer un petit peu plus que le Mali en l'occurrence. Regarde, il y avait combien de... On avait Marine, je me rappelle, et je ne sais plus s'il y avait quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, à l'élection précédente, c'était Ségolène Royal. Enfin, voilà. Et puis, regarde le nombre de cadres très supérieurs femmes. Il y en a très peu dans les entreprises. Au CAC 40, je crois que de mémoire, il n'y en avait qu'une sur les 40 entreprises du CAC 40. Et puis, regarde la différence de nos salaires. Donc ça, c'est un autre combat. Hein. Bon, ça, c'est un autre combat. Donc, moi, je trouve que c'était plutôt bien que la dame se présente. Maintenant, c'est autre chose. Qui est la dame? Quel est son programme? C'est autre chose, ça. Et justement, est-ce que tu penses que la femme et l'homme sont différents dans la gestion de la chose publique? J'ai posé la question à Sadio hier, hein, elle m'a dit oui. Différent, ça veut dire quoi? Est-ce que la femme gère différemment la chose publique que l'homme? Bon, d'abord, il faudrait qu'elle soit en poste pour gérer la chose publique. Oh, on en a eu quelques-unes quand même. C'est vrai, hein, voilà, c'est vrai. Non, mais il y en a eu quelques-unes. Mais bon, proportionnellement, on revient à la question précédente, il n'y en a pas... Moi, je pense... je ne sais plus à quel propos, et ce n'était pas au sujet du Mali, c'était suite à une situation politique, je me demande si ce n'était pas en France en fait, mais je ne sais plus, hein, mais c'était surtout l'image qui m'avait frappée et qui est absolument vraie. La politique et un pays, c'est un peu comme le salon après un match de foot.
les hommes boivent de la bière, mangent des pizzas et après sortent et c'est la femme qui fait le ménage dans le salon. Tout à fait. Voilà. Alors, ceci étant dit, non, moi, ces histoires de genre, comme on dit, c'est très important d'y être attentif, etc. Mais il faut aussi laisser le temps au Mali. Alors, moi, je suis convaincue de ça, si tu veux. L'état démocratique dans lequel on est ici en France, on parle de la France parce qu'on est là, hein. L'état démocratique dans lequel est la France, d'abord, ça ne date pas d'hier, ça remonte quand même à la Révolution française et que ça a quand même provoqué une période de terreur absolument épouvantable. On a coupé le cou non seulement au roi, mais à pas mal de gens. Et après, pour en arriver à un code civil, etc., ça a pris... Mais ça a pris du temps. Et je beaucoup rappelle de temps. qu'il n'y a pas très longtemps, la loi elle a été supprimée. Les femmes à Paris n'avaient pas le droit de mettre un pantalon sans autorisation préfectorale. J'ai été surpris, je crois que c'est dans les années 2000 que cette loi elle a été supprimée. Alors moi, je vais dire un truc. Je suis allée au lycée. J'étais dans un lycée parisien, hein, pas un lycée de province. Eh bien, nous n'avions le droit de porter un pantalon que entre, alors je ne sais plus précisément, mais c'était entre janvier et février, à condition que la température descende à moins de, je sais pas quoi, 10 degrés, je n'ai pas le souvenir des détails. Donc voilà, donc, il faut laisser le temps au Mali de devenir une vraie démocratie. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une fausse idée de la démocratie qui s'installe là, depuis un certain temps à cause de la technologie, à cause des réseaux sociaux. On a l'impression, quand on regarde les réseaux sociaux qui par ailleurs sont un instrument absolument extraordinaire de communication et de circulation d'informations, il faut être extrêmement vigilant malgré tout parce que c'est quand même une piste de non-droit, entre guillemets, là aussi. Bon. Surtout dans le microcosme malien, ça va très très loin. Bon. Et donc, si tu veux, on a l'impression que ça a donné la parole à beaucoup de gens qui n'avaient pas l'occasion de le donner. Et c'est vrai que beaucoup d'activistes, tout d'un coup, sont devenus des dieux, des leaders, etc., avec tout ce qu'on connaît comme dérive. Beaucoup d'ignorants sont devenus activistes, et des activistes ignorants sont devenus des demi-dieux, auxquels aujourd'hui, même le chef de l'État, les différents candidats sont en train de faire allégeance. Aujourd'hui, c'est ça. Et moi, j'ai entendu des choses, si tu veux, alors là, c'est quand j'étais au Mali, donc il y a quelques mois encore, les gens à Bamako dire « Ah, mais c'est vrai, puisque je l'ai vu sur Facebook. Pour ne citer que Facebook, hein, on est d'accord. Et donc, c'est grave, parce que ça donne une fausse impression démocratique. C'est pour ça que j'ai l'impression que nous allons avoir du mal, enfin, si tu me posais la question aujourd'hui, je te dirais à savoir comment ça va se passer, là, d'ici dimanche. Qu'est-ce qui va se passer dimanche? Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat des urnes? C'est toujours difficile à prévoir, mais c'est encore plus difficile dans les circonstances maliennes. La mauvaise connexion que les gens ont sur place, le coût de la connexion, parce que nous ici, on paye une fois par mois, puis c'est tout. Oui, on paye, donc on peut être branché 24 heures sur 24. Moi, j'ai 2 forfaits, et je paye 10 € les 2 forfaits. Voilà. Pourtant, j'ai un pouvoir d'achat plus élevé que quelqu'un, toute proportion gardée au Mali. Voilà, mais tu ne fais pas d'effort, c'est comme ça, c'est une offre. Voilà. Et justement, ce décalage-là fait que les gens colportent des fake news et n'ont pas le temps de vérifier puisqu'ils n'ont pas la connexion. Exactement. Si moi je fabrique une fausse news à Paris, je la balance, eux ils voient, ils n'ont pas le temps de vérifier. Mais écoute, pas plus tard qu'hier, enfin moi je l'ai vu hier matin, je crois, a circulé sur Facebook une pseudo-lettre rédigée par une entreprise qui s'appelle Algeria Contractors. Et je crois que j'ai vu la lettre. Qui accuse l'URD d'avoir utilisé l'image de cette fameuse ville nouvelle de Hassim et Saoud et qu'il fallait qu'ils aient des excuses ou je ne sais pas trop quoi, parce que sinon ça allait passer devant le tribunal. Bon. Moi, le premier truc que j'ai fait, parce que c'est quand même un peu notre métier, j'ai regardé immédiatement sur le net qui étaient ces Algerian Contractors. On ne les trouve pas.
On trouve contracteurs Alger, mais on ne trouve pas ça. Et alors l'autre chose qui m'a interpellée, c'est que dans le bas, il y a, alors ça paraît sérieux, hein, il y a une adresse, il y a un numéro de téléphone, il y a même le nom d'un avocat, je crois, enfin bon voilà, et un numéro de téléphone d'avocat. Et en fait, l'adresse, elle est drôle, parce que c'est vraiment... Ou alors cette entreprise est archi nulle, ou celui qui a fait la manipulation technologique, si tu veux, a pas bien regardé et relu son Photoshop, on va dire ça comme ça. Il y a juste un code postal et il y a Algérie. Ah. Il n'y a pas de ville. Alors que l'en-tête est Alger, telle date, si tu veux. Bon, voilà, ça c'est un exemple typique de manipulation. Et comme tu dis, les gens d'abord n'ont pas le temps de vérifier, n'ont pas l'argent, parce que le crédit, ça coûte horriblement cher. Ça coûte cher, oui. Quand on passe, nous, quelques semaines au Mali, on paye quasiment en un mois ce qu'on paye dans l'année ici. Donc, en tout voilà. cas, quand tu veux être connecté H24 comme Oui. ici, sans faire attention à ton débit, moi, ça m'est arrivé de dépenser 50 000 francs CFA en un mois. C'est exorbitant. Voilà, Et personne n'a les moyens de faire ça. Et en plus de ça, la connexion, la qualité de la bande passante est très mauvaise. Enfin, voilà. Ce que pas spécifique au Mali. Justement, le Malien sur les réseaux sociaux, comment tu vois, au-delà de ce qu'on vient de dire, comment tu vois l'évolution, parce que tu as connu les Maliens avant l'avènement des réseaux sociaux, notamment du compteur de vues placées par Mark Zuckerberg sur les vidéos de Facebook. Comment tu as vu l'évolution des Maliens de l'avant vidéo avec compteur jusqu'à aujourd'hui? Bon, déjà les choses se sont accélérées avec la campagne, parce que n'importe qui déclare être le soutien à monsieur machin ou madame untel, et du coup il s'arroge des droits de publier des choses vraies ou fausses d'ailleurs. Parfois, il ignore que c'est faux. Hein. Enfin, il partage comme ça. Alors, l'évolution, de toute façon, il est clair que les gens n'ont ni l'argent, ni la connexion pour, si nous-mêmes, nous postons des petites vidéos qu'on les inclut dans Facebook, au-delà de 1 minute ou 2, les gens ne vont pas les lire. Enfin, ne vont pas les regarder jusqu'au bout. Alors, les YouTube, n'en parlons pas. Et ensuite, moi, ce qui m'exaspère sur les réseaux sociaux ou les groupes WhatsApp, par exemple, qui ont été créés pour cette campagne, c'est que les gens croient qu'ils sont porteurs d'un message quand ils repartagent pour la 150e fois la même vidéo que tu as toi-même reçue, soit en Messenger, soit WhatsApp. Avec un message urgent. Voilà. Ou à partager, important. Ça n'arrête pas, si tu veux. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai l'impression que le résultat qui sortira du premier tour, comme tu disais, si tout ça se passe correctement, va surprendre beaucoup de gens. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux pourrait nous laisser penser que ça va plutôt être monsieur machin ou madame machin, ou un autre monsieur, et que ce n'est pas du tout le reflet de ce qui se passe dans les villages, et ce n'est pas du tout ce qui se passe dans les villes plus ou moins importantes. Le nombre de Maliens connectés n'atteint pas 3 millions. Le nombre de personnes sur les 3 millions qui est sur les réseaux sociaux est encore inférieur à ces 3 millions-là. Effectivement, il y a un microcosme qui est né sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a un certain type de Maliens qui font une tempête dans un verre d'eau. Ce n'est pas l'état réel du Mali. C'est-à-dire que tout le Mali n'est pas sur les réseaux. Ceci dit, ça donne une indication, parce que quand on regarde le phénomène Ante-Abana, la plateforme, ils se sont servis des réseaux sociaux pour faire leur promotion. Ça, c'est une mobilisation. Voilà, ça c'était une mobilisation. Pareil, Razbach aujourd'hui, qui draine des foules un peu partout, il s'est fabriqué sur les réseaux sociaux. Ceci dit... Ça ne veut pas dire que les votes vont suivre, de toute façon. Non, mais c'est la foule est différente du peuple. Bien sûr. Mais ça donne une indication. Après, comme tu l'as dit, les résultats du premier tour nous diront beaucoup de choses sur le poids des réseaux sociaux au Mali. Et l'autre chose, si tu veux, en tous les cas, en ce qui concerne les Maliens, les autres diasporas, je l'ignore, mais en tous les cas, en ce qui concerne les Maliens, qu'ils soient
à l'extérieur en Occident ou à l'extérieur sur le continent africain, on est bien d'accord. J'ai l'impression que ce sont les gens de l'extérieur qui sont les plus actifs sur les réseaux sociaux parce que c'est eux qui sont connectés. Ce sont les mieux connectés. Voilà. On est mieux connecté à Abidjan, on est mieux connecté à Dakar, on est mieux connecté en Angola, au Congo, Exactement. en France, etc. Et ce qui m'a... Moi, je sais que c'était à l'époque où il y avait eu cette histoire autour de... Oui, Petit Guimard. Avec les Libanais. Voilà, c'est ça. J'avais été D'ailleurs, j'en complètement... profite pour saluer le grand Gimba qui m'a fait rire, qui a fait rire mes parents. C'est une grande personne pour moi, un grand comique, quelqu'un d'engagé qui a osé faire des choses à des moments où on pouvait penser qu'il était fou. Grand respect, Gimba. Eh bien, moi, j'ai été complètement sidérée et les gens le disaient, mais sans aucune arrière-pensée. Hein. Ils disaient, alors moi, je suis à Abidjan, par exemple, ou je suis à Dakar, ou je suis ici. Et donc, je peux témoigner que c'est le monsieur libanais ou que c'est le monsieur le Petit Guimba qui a fait ci ou qui a fait ça. Moi, ça m'a stupéfaite parce qu'un témoignage, c'est pas on m'a dit que, tu vois. Bon, voilà, c'est des choses comme ça qui me... J'ai eu la même chose quand il y a eu l'affaire de Madouka Journal qui avait reçu des balles. Quelqu'un m'a envoyé un rapport médical. Je lui demande la première question, vous êtes où? Il me dit à Paris. Voilà, ça c'est, vous pouvez dire aux gens, il me fait une analyse si c'est vrai ou pas vrai qu'il a reçu des balles. Je dis, est-ce que vous pouvez venir défendre devant ma caméra ce que vous êtes en train de dire? Ah non, je ne veux pas passer. Je dis, mais moi je ne suis pas médecin. Je ne peux pas porter les paroles d'un médecin. Vous, vous êtes médecin, soit vous venez, dans ce cas, vous assumez, parce que vous êtes à Paris quand même. Soit vous ne venez pas, en tout cas, je ne peux pas parler en votre absence. Comme quoi, effectivement, les réseaux sociaux au Mali, je ne sais pas si ils sont utilisés de la meilleure façon. Parce qu'effectivement, si on utilisait... Ante Abana a été l'expression de l'utilisation saine et progressiste des réseaux sociaux au Mali. En dehors de ça, on n'a pas grand exemple, beaucoup d'exemples sur des comportements qu'on pourrait... où le Malien s'en sort gagnant à travers les réseaux sociaux. Voilà. Pour revenir à l'impact des marches de Ante Abana qui ont amené quand même le gouvernement à retirer son projet de révision constitutionnelle. Il y a une chose qui m'interroge quand même, c'est que pour revenir aux candidats, tous, enfin à ma connaissance, je crois qu'il n'y en a qu'un ou deux qui ont abordé le sujet. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet accord pour la paix qui n'arrête pas de ne pas être appliqué depuis mai et juin 2015, donc c'est-à-dire qu'on est à plus que 3 ans. La CMA, donc le regroupement de groupes armés signataires de ce fameux accord, a quand même dit il y a très peu de temps par un communiqué de presse qu'ils ne soutiennent pas de candidats tant qu'ils ne savent pas qui exigera l'application de l'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ce fameux accord, il contient, entre autres réformes, la création d'un Sénat, qui était une des causes majeures du rejet par la société civile et la plateforme Ante Abana de la révision constitutionnelle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est-à-dire que ceux qui ont défilé, qui ont rejoint le mouvement Ante Abana parmi les candidats actuels, donc ils ont clairement dit qu'ils étaient contre la révision constitutionnelle parce que à l'intérieur de cette révision constitutionnelle, il y avait les modifications des pouvoirs, la création d'un Sénat, et donc tout ça n'allait pas. Il y avait aussi la composition du Sénat qui posait problème. Bon. Notamment les prérogatives du président de la République. Mais ça, c'est pas dans le Sénat. C'est pour ça les pouvoirs différents, la création d'un Sénat et puis l'augmentation des pouvoirs des autorités intérimaires qui n'allaient pas être élues, enfin bref, toutes sortes de choses. Bon. Mais ça n'empêche que la création du Sénat, elle est toujours là et que c'est tout de même une des conditions à l'application de l'accord pour la paix. Tu sais mieux que moi que les politiques, ils peuvent dire quelque chose aujourd'hui et dire très bien défendre. D'ailleurs, à ce propos, la plateforme Ante Abana s'était constituée de beaucoup de gens qui suivaient par exemple le Rasbach. Et tous les jours, il y a des dissidences au sein de ce mouvement.
Et dès qu'il y a une dissidence entre quelqu'un et le reste du CDR, ils se retrouvent dans le camp présidentiel, sachant qu'ils avaient tous vilipendé ce projet-là de révision constitutionnelle. Et donc, en fait, la langue en matière de politique, c'est une langue qui se tourne autant de mais fois bon, que c'est tout de même nécessaire. quelque chose qui est assez grave parce que où il faut tout remettre cet accord, et alors on va repartir dans des pourparlers dignes de ceux d'Alger en 150 rounds, là, ou alors ils vont se dédire. Enfin, moi, ça me semble très complexe. Et surtout que personne, pendant toute cette pré-campagne d'une part et campagne d'autre part, et dans leur projet écrit, c'est pas clair, tu vois, c'est ça qui est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de choses de claires. Le dernier thème, c'est les Maliens qui vont voter. Qui a le droit d'aller voter finalement? Qui va aller voter? Non, c'est pas pareil, hein, qui a le droit et qui va voter. Pour aller voter, il faut avoir le droit. Bon, ça c'est clair. Après, par exemple, toi, tu ne peux pas voter. Je ne suis pas malienne. Voilà. Non, mais ça c'est normal, je ne suis pas citoyenne malienne. On peut arranger ça un jour. Non, mais il faut avoir une carte NINA, enfin, il faut s'être enrôlé avec, si tu veux, et avoir sa carte NINA. Et puis ensuite, donc du coup, on a cette fameuse carte, quoi. Mais ça c'est normal, je veux dire, même en France, hein, tu ne peux pas voter si tu n'as pas ta carte d'électeur. Tu n'as pas besoin de l'avoir en main, mais il faut que tu sois sur la liste. Ce que je veux dire, les gens qui sont sur la liste électorale, qui peuvent aller voter, à ton avis, quel type de Malien, quel est le profil du Malien qui va aller voter? Celui qui n'aura pas peur d'aller à son bureau de vote, d'abord. Et je pensais que tu allais me dire celui qui va quitter le clavier de son téléphone. Ah, non, mais ça, c'est clair. Ça, il y a beaucoup de gens. Mais de toute façon, quand tu fais un sondage là, autour de toi, si tu veux, enfin ici ou quand tu poses la question à des gens au Mali, tu leur dis, bon, tu vas aller voter? Ah, je suis pas sûre, je vais peut-être attendre le second tour, je vais voir comment le vent tourne, hein, c'est un petit peu ça que ça veut dire. Et puis, qui va voter? Alors, il y a une chose que moi j'ai trouvé très intéressante sur ce fameux fichier électoral qu'on trouve sur le site de la DGE, la Direction régionale aux élections. Là, dans ce fameux onglet, tu vois, pour en savoir plus, eh bien, la cartographie et les statistiques montrent que la tranche de Maliens qui vote le plus et qui enfin, le pourcentage de Maliens, voilà, c'est normal, hein, c'est la photographie des âges au Mali, eh bien, c'est la tranche de 25-35 ans. Ça veut dire que les jeunes se sont peut-être pas enrôlés. 25-35 ans, c'est la tranche d'âge la plus représentée normalement au Mali, puisque c'est une population jeune. Ça paraît normal. Oui, mais la population, elle est beaucoup plus jeune que ça. Hein. L'âge médian au Mali, c'est 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de la population. Donc encore plus jeune que les 25-35 ans. Ça devrait, tu vois. C'est-à-dire que tous 15 ces jeunes ans, on vote pas. Non, mais bon, à partir de 18, on peut, si tu veux. Sauf que justement, la sont révision pas du enrôlés. fichier, voilà, ils sont pas enrôlés. C'est pas une question de révision. Ils sont devenus activistes, ils n'ont pas eu le temps d'aller s'enrôler. C'est possible aussi, faire des vidéos. Et puis la dernière chose sur ces histoires de qui va voter, moi, il y a une chose qui m'a sidérée, mais qui me sidère pas seulement à ces élections-là, qui m'avaient sidérée déjà avant, c'est que quand j'entends, enfin je veux dire, tu vois, nous ici, le vote, il est vraiment très individuel. C'est-à-dire que même en famille, parfois, on ne parle pas de ça parce que on estime que c'est quand on est dans l'isoloir que la vraie décision se prend. Ce n'est pas une décision familiale, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire « nous, on vote pour ». Ça peut arriver. À moins que vous ayez tous votre intérêt, vous soyez tous dans la campagne, etc. Non, je veux dire, il peut arriver qu'un ensemble enfin, le mari, sa femme, les cousins, il est possible que tout le monde soit d'accord. Donc ça, c'est autre chose. Mais globalement, il n'y a pas de mot d'ordre. Et il semble qu'à chaque élection, parce qu'il y a des leaders, puis parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas pour qui voter, du coup, ils attendent que le chef de village décide, que le président de telle association décide. Et alors moi, quand j'entends que des villes entières ont décidé, ou en tous les cas c'est ce qui est dit, décide que alors telle ville soutient monsieur machin. Ça me semble ahurissant. C'est un déni de démocratie. Tu veux que je te dise quelque chose? En France, il n'y a pas 100 000 personnes qui votent, 100 000 Maliens qui votent. C'est très, très en dessous de ces chiffres-là.
Je sais qu'aux dernières élections, peut-être ça tournait autour de 10 ou 15 000, Oui, je oui, ne ça, sais je pas. sais, hein. Et je me suis posé la question pourquoi tous les candidats viennent en France pour battre campagne Ça, c'est avec vrai. autant de On se moyens. l'est tous posé. Pourquoi ils vont au foyer, par exemple, où au Mm, foyer, il n'y a pas 10 000 personnes? Pourquoi? mm, mm, mm. Parce que ce sont des lieux où les consignes de vote partent. Bien sûr. Quand c'est toi qui envoies les Western Union et les MoneyGram, tu es légitime pour donner des consignes Mm, de vote à un village, à une famille, à un quartier. C'est mm. ce qui se passe en France. Bien sûr. Voilà pourquoi les gens Mm. y courent après. Et au Mali, c'est encore pire parce que le chef du village, l'imam, un cadre qui est originaire d'un endroit, etc., les Mm. consignes de Non, mais vote, ça, les gens c'est ne s'en vrai. Ouais. cachent même pas. Mais ceci dit, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas en même, enfin 60 ans, si tu veux, que un pays atteint, si tu veux, un fonctionnement logique, après à savoir si cette démocratie-là est celle qu'il aurait fallu appliquer aux pays anciennement colonisés par les pays européens, ça c'est encore une autre question, mais c'est surtout que ça demande beaucoup de temps, tu vois. Il y a c'est consultable en ligne quand la France, oui, quand la France a accordé le droit de vote aux femmes et que les femmes ont voté pour la première fois de leur vie après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il ne faut quand même pas penser que l'évolution de la France date de Mathusalem, hein. Eh bien, il y a des micro-trottoirs qui avaient été faits, tu vois, auprès des femmes à l'époque, donc c'était 46, hein, je crois. On demandait aux dames pour qui elles allaient voter. Et elles ont dit, enfin celles qui étaient interrogées disaient « Ah ben moi je demanderai à mon mari ce qu'il faut voter ». Bah oui. Donc voilà, si tu veux, il faut laisser le temps au temps. Les critiques, entre guillemets, que j'ai émises là depuis le début ne sont dues d'abord que parce que voilà, j'ai des liens quand même très privilégiés avec le Mali d'une part et puis les Maliens d'autre part. Donc, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Bon. Donc, voilà, c'est une observation. Mais on ne peut pas être plus, entre guillemets, royaliste que le roi. Pourquoi exiger d'un État tout neuf, parce que c'est quand même un État tout neuf, que la population, qui encore une fois n'a pas eu la chance d'aller à l'école dans une immense majorité, ait la qualité de le recul pour arriver à se décider sur ce qu'est la démocratie qu'ils veulent, comment. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Ça prend du temps. Donc il faut laisser le temps au temps d'abord. Dernière question, je ne sais pas si tu vas répondre ou pas. Quel est ton top 3 au soir des résultats du premier tour de la présidence au Mali? Les candidats? Oui. Non, j'avais dit que je Je ne savais que répondrais pas. Voilà, j'avais dit que je ne répondrais pas à cette question, Elijah. Le top Tu 3 croyais de Sadio, m'impressionner. le top 3 de Sadio hier dans le désordre, hein, CMD, IBK, Soumaïla Cissé. Bon, C'était son top c'est 3. son Ça choix. n'engage qu'elle. Voilà, exactement. Voilà. En tout cas, je tiens à te remercier infiniment d'avoir accepté de venir ici à cette émission. Merci donner de ton m'avoir analyse invité. sur la vie politique malienne. Et j'en profite pour remercier infiniment nos abonnés qui sont des milliers à travers le monde à nous suivre. Continuez à le faire, à nous soutenir. Nous sommes tout petits, un jour nous serons grands et ensemble on fera de très belles choses. Merci Françoise et à bientôt Merci pour Elijah. la prochaine. Merci RP. Allez, merci beaucoup. Bon, on a été long, hein, je crois. Hein. Ouais, on a été long, on s'est mis à l'aise. Bon, mais je crois que c'était assez important, tu vois, de... Tiens, je te laisse enlever ça pour que pas me faire de mauvaise manipulation.